Bonjour à tous, ça me fait vraiment un grand plaisir de faire la présentation aujourd'hui et je suis impressionnée par le nombre de participants et participantes. Un peu à travers là, le Québec et même ce que je vois, c'est qu'il y en a outre-mer aussi. C'est vraiment génial. J'espère que cette conférence-là va venir vous donner quelques petits outils, quelques petites stratégies, puis qu'on va pouvoir parler un petit peu des émotions et des pensées qui sont pas toujours faciles, à cohabiter. Je vais tenter de partager mon écran pour avoir accès à... Oh, host disabled participant. OK. Euh, Ils me disent que je ne peux pas participer, OK, je peux pas partager mon Ça écran. sera pas long, mais je vais te mettre co-animatrice, ça devrait fonctionner. Ça sera pas très long. Donc, Ah Marie-André, tu oui. devrais être... oui, c'est parfait. Parfait. Là, ce que je vois, c'est que vous allez être en mesure de quand même admettre d'autres personnes. Je reçois comme... OK, Oui, parfait. absolument. Excellent. Excellent. Alors, allons-y. Parfait. Je vais mettre la présentation. Comme ça a été mentionné, on va parler aujourd'hui, en fait, des émotions, comment apprendre à bien cohabiter avec les émotions et les pensées qui parfois peuvent être suscitées par la douleur chronique. Alors, je pense que les objectifs ont été présentés. On va parler de certaines réactions que les personnes souffrant de douleurs chroniques peuvent vivre, certaines réactions émotionnelles, cognitives, mais aussi l'influence que les émotions peuvent avoir sur la douleur et vice-versa. Donc, la douleur, les influences que celle-ci peut avoir sur les émotions et ainsi pour les pensées et quelques stratégies pour vous aider avec tout ça. Avant de débuter, tu sais, la raison pour laquelle je croyais que parler des émotions et des pensées en douleur chronique était pertinent, ben ça part en fait avec la base, c'est quoi la définition de la douleur? On va la regarder ensemble. Voilà. C'est quoi la douleur? Et en fait, si on regarde la définition en ce moment, la douleur, c'est défini comme une expérience sensorielle et émotionnelle qui est aversive, qui est généralement causée par une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou ressemblant à une telle lésion. Ce qu'on comprend par cette définition-là, c'est qu'à la base, dans la définition de la douleur, ben, c'est une expérience émotionnelle. Donc, les émotions sont, font partie de la définition et de l'expérience de la douleur. Donc, d'autant plus l'importance de parler des émotions aujourd'hui. La douleur a aussi un caractère qui est subjectif et multidimensionnel du fait que justement, il y a l'aspect des émotions qui sont impliquées. Alors, on va regarder ça ensemble, les différentes dimensions. Fait que dans le milieu, on voit l'expérience de la douleur qu'une personne va vivre. Ça va être influencé par différentes dimensions qui vont influencer comment on va vivre cette expérience de douleur. Fait que l'aspect sensoriel, bien évidemment, qu'est-ce que la personne va ressentir physiquement. Il y a l'aspect cognitif, qu'on va regarder un petit peu plus aujourd'hui, le sens donné à la douleur, les pensées, les attentes que la personne peut avoir par rapport à la douleur. La dimension affective, qui est en fait ce que la personne ressent émotionnellement par rapport à la douleur, et la dimension comportementale, qui est la manière dont la personne va exprimer la douleur et la gérer. Alors nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'aspect plus cognitif et affectif, mais toutes ces dimensions vont venir jouer sur l'expérience de la douleur d'une personne. C'est ce qui fait en sorte que chaque expérience de la douleur est individuelle et propre à chacun. En deux personnes se fracturent le bras au même endroit, vont ressentir la douleur de façon différente. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément subjectif propre à chacun. Et qu'est-ce qui fait que c'est subjectif? Ben, notre expérience de la douleur va être influencée par notre génétique. Hein? Chacun a sa propre génétique. Le contexte dans lequel la douleur va survenir, nos expériences de vie passées, par exemple, comment nos parents réagissaient quand on vivait des moments de douleur, les expériences de douleur qu'on a eues à travers notre vie, notre culture, notre environnement, nos croyances,
Aussi, les pensées, les attentes, les significations qu'on va donner à la douleur vont tout influencer comment on va vivre cette expérience de douleur. Et bien évidemment, les réactions émotionnelles vont jouer un rôle aussi très important. Alors, tout ça fait en sorte que notre expérience de la douleur est vraiment propre à chacun, individuelle, subjectif, et les émotions et les pensées jouent un rôle important. Ici, c'est juste une image pour vous montrer que le contexte dans lequel la douleur survient peut influencer notre vécu. On a des gens qui vont faire des rites qui sont douloureux, mais qui pour eux font du sens et sont importants. Donc, ils vont être prêts à vivre des expériences de douleur parce que pour eux, bien, ce rite-là fait du sens. Et même chose pour la boxe, un sport qui est extrêmement douloureux, mais pour ces gens-là, ils apprécient la boxe, ils aiment la boxe. Donc, cette douleur qu'ils vont ressentir durant le match ou même après le match est en lien avec une activité qui leur apporte du bien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui ont déjà entendu parler de la théorie du portion, mais je pense que c'est important pour moi de le mentionner parce que ça explique un peu pourquoi les émotions et les pensées ben, sont entre autres des choses importantes à prendre en considération en douleur chronique. Alors, la théorie du portion, ça a été développé par Dr. Melzack et Dr. Wall. Dr. Melzack, c'est un professeur, en fait, il est décédé aujourd'hui, mais c'était un professeur à l'Université McGill qui a vraiment révolutionné notre compréhension de la douleur de façon mondiale. Alors, selon eux, notre expérience de la douleur, notre perception de la douleur était un résultat d'interaction et d'échange d'informations à plusieurs centres de relais du système nerveux. On va regarder ces centres-là dans quelques instants. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'on pouvait transformer, moduler, changer notre expérience de la douleur selon certains facteurs qui venaient influencer le système, en fait, le message dans le système nerveux. Si on regarde l'image ici, quelqu'un qui prend une tasse d'eau très, très bouillante, les récepteurs au niveau des dans les doigts vont être activés et par la suite, le message de douleur va s'en aller dans les nerfs jusqu'à la moelle épinière, jusqu'au cerveau. Ce que Dr. Melzack et Dr. Wall disaient, c'est qu'à tous ces endroits, que ce soit localement, dans la moelle épinière, au niveau du cerveau, on pouvait venir moduler et transformer la sensation de douleur. Ce qu'on sait maintenant aussi, c'est que ce n'est pas juste du corps vers le cerveau que la douleur circule, mais que la douleur peut circuler également du cerveau vers le corps, qu'on peut appeler par exemple des douleurs neuropathiques. Et donc, les pensées et les émotions, on les retrouve entre autres dans le cerveau. Et c'est là où on peut venir moduler et changer la perception de la douleur ou transformer notre vécu de la douleur selon certaines émotions qu'on vit ou selon certaines pensées qu'on peut avoir. Alors, dans la théorie du portion, bien évidemment, il y a des gens qui ont fait des études pour savoir c'est quoi les facteurs qui ont tendance à ouvrir les portions, c'est-à-dire ouvrir les portes, c'est-à-dire augmenter ou amplifier la sensation de douleur. Et certains facteurs sont revenus. Bien évidemment, l'étendue de la blessure, donc certains facteurs plus physiologiques. La fatigue, quand on vit une fatigue importante, généralement, notre tolérance à la douleur, elle est moins grande. On va ressentir la douleur de façon plus importante. L'inactivité physique, c'est-à-dire le déconditionnement physique, peut amener également une certaine amplification de la douleur. On sait que certaines émotions, dont le stress, l'anxiété, la colère, la dépression, l'ennui, les sentiments d'impuissance, sont tous des émotions qui ont été associées à une amplification du vécu de la douleur. Il y a d'autres études qui sont allées en fait regarder les facteurs qui peuvent fermer le portillon. Ce qu'on veut dire par fermer, ça veut dire atténuer la sensation de douleur. Fait que bien évidemment, certaines interventions médicales, certains médicaments, certaines stimulations comme le TENS, massage pour certains, vont venir atténuer la sensation de douleur, c'est-à-dire fermer le portillon.
avoir une activité physique régulière, modérée et adaptée à nos limites, bien évidemment, et respecte nos limites, peuvent également amener une certaine atténuation du vécu de la douleur. Ce qu'on regarde aussi, c'est qu'il y a certaines émotions qui peuvent aider. Donc, la joie, le bonheur, l'optimisme, les sentiments d'auto-efficacité qu'on va regarder un petit peu plus, un peu plus loin dans la présentation, mais aussi juste simplement rire. Hein? L'action de rire est quelque chose qui peut venir atténuer la douleur sur le moment. Avoir un bon support social, de se distraire avec des activités plaisantes, sont tous des facteurs qui ont été démontrés à travers les recherches d'aider, de venir atténuer. Ça ne vient pas enlever la douleur, mais ça vient atténuer et aider au niveau du vécu de la douleur. Alors, je vais vous faire comme un petit, tu sais, au niveau des facteurs qui augmentent ou diminuent. C'est là, on voit les lignes, hein, sont-ils de la même longueur? Oui. Hein, vous voyez les lignes sont de la même longueur. Maintenant, si on ajoute des petits éléments, ben, on voit que malgré le fait que les lignes sont de la même longueur, on a la perception que la ligne d'en haut est plus petite versus la perception que la ligne d'en bas est plus grande. Mais c'est le même principe avec la douleur chronique ou avec la douleur en général. C'est-à-dire que certains facteurs vont venir atténuer, certains facteurs vont venir amplifier. Fait qu'on veut jouer avec ces facteurs-là pour influencer le vécu de la douleur. Oh, désolé. Aussi, ce qui est important à prendre en considération, c'est que si on n'avait pas de cerveau, on ne ressentirait pas la douleur. Hein? Le cerveau, c'est là où la sensation ou le message de douleur est envoyé et c'est lorsque la sensation atteint le cerveau qu'on la ressent. Mais dans le cerveau, il y a plein de choses qui se passent. Et il y a des émotions et il y a des pensées. Et dans certaines régions du cerveau où la douleur est interprétée, ben, il y a également l'interprétation des émotions et des pensées. C'est de là où tout ça devient interrelié et peuvent s'influencer l'un envers l'autre. Alors, il y en a peut-être qui connaissent très bien la triade des pensées, émotions, comportements. Alors, ça, c'est une image qui est tirée du livre La douleur de la souffrance au mieux-être, qui a été écrit par Dr. Marie-Josée Rivard, un excellent livre que je vous recommande fortement. Alors, comment, on a des événements qui surviennent, que ce soit des événements internes ou des événements externes, dont, par exemple, des expériences personnelles ou la douleur, la maladie qui survient, qui peuvent être des événements internes ou externes. Ceci va être interprété à travers nos yeux. Alors, nos croyances, comment on va interpréter la situation, notre discours intérieur, notre attitude, nos exigences, tout ça va influencer nos émotions et nos comportements. Alors, certaines pensées, croyances, interprétations vont nous amener à ressentir plus des sentiments bénéfiques, agréables, d'autres plus des sentiments qui vont être désagréables et nuisibles. Même chose pour les comportements, ça va venir influencer est-ce qu'on va être dans des actions adaptées bénéfiques ou des actions moins adaptées et nuisibles. Et tout cela, l'importance de prendre en considération qu'est-ce qu'on se dit, comment on se parle, c'est quoi les pensées qui se passent dans notre cerveau. Alors, on va aborder un petit peu les émotions, puis par la suite, on ira dans les pensées. Alors, c'est quoi une émotion? Hein, tout le monde en parle des émotions, mais c'est quoi une émotion? Mais en fait, une émotion, hein, c'est une réaction psychophysiologique complexe qui est en réponse à un stimuli interne ou externe. Fait que ça peut être un événement qui va engendrer une émotion, ça peut être des pensées qui vont engendrer des émotions, ça peut être des souvenirs, ça peut être une interaction sociale avec quelqu'un, ça peut être la maladie, la douleur. En fait, tout ce qui est stimulé interne ou externe peut provoquer une émotion chez nous. La réaction psychophysiologique, c'est important parce que les émotions, ce n'est pas juste une réaction psychologique. Il y a également
plusieurs choses physiologiquement qui se passent quand on vit une émotion. On pense juste à l'anxiété ou la peur. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur, quand on ressent la peur? Ben, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la pression artérielle, augmentation de la rapidité de respiration. Donc, tout ça, augmentation de la tension musculaire. Fait que tout ça, c'est des réactions physiologiques qui se passent secondaires à une émotion. C'est important de comprendre que les émotions, on a tendance des fois à les catégoriser comme bonnes ou mauvaises. Mais il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. En fait, il y a des émotions qui sont parfois plus plaisantes à vivre et il y a des émotions qui parfois sont plus désagréables à vivre. Mais une chose qui est importante de comprendre, c'est que chaque émotion est sincère. C'est une réaction qu'on a à un événement ou à une situation. Chaque émotion a aussi ses propres caractéristiques. Hein? Puis une émotion, ça va venir influencer nos pensées, nos décisions, nos interactions sociales, notre douleur, notre santé mentale et notre bien-être. Pourquoi on a des émotions? Je pense que c'est important d'en parler parce que parfois, tu sais, les gens vont parler des émotions, mais pas nécessairement comprendre, mais à quoi ça sert d'avoir des émotions? Mais en fait, c'est hyper utile des émotions, puis ça peut être très aidant, puis ça nous a aidés en tant que race humaine à survivre à travers le temps. Un, les émotions, ben, ça nous aide au niveau de la communication sociale. Hein, ça nous aide à communiquer nos états internes avec les autres. Et cette communication émotionnelle-là, ben, elle est essentielle pour qu'on établisse des liens avec les autres et aussi pour qu'on se comprenne mutuellement. Fait que ça, c'est un rôle qui est important. Un autre rôle des émotions, c'est l'adaptation et la survie. Comme je vous ai parlé un petit peu par rapport à, ça nous a permis de survivre à travers les différentes ères du temps. Hein, les émotions, c'est des signaux qui nous ont permis de nous adapter et réagir à notre environnement. Par exemple, la peur, ben, ça nous incite à nous éloigner des situations dangereuses. Fait que si on pense aux hommes des cavernes, ben, bien évidemment, la peur a été hyper importante pour eux de dire, OK, ben, devant un mammouth, peut-être qu'il faut que je fuis la situation. Certains animaux, un serpent, OK, peur parce que ben, ça peut être dangereux. Fait que certaines situations ou certaines émotions nous ont permis de développer certaines réactions qui nous ont fait survivre à travers le temps. Un autre rôle, c'est la prise de décision. Hein, ça peut influencer nos choix, nos décisions. Par exemple, le stress avant un examen, ben, ça peut nous amener à nous inciter à étudier. Hein? Fait que le choix de oh, OK, je suis stressée avant un examen, ben, mon choix est d'étudier pour me préparer à mon examen. Une autre influence que ça a ou un autre rôle important, c'est sur la mémoire. Fait que généralement, on va avoir tendance à se souvenir davantage des événements qui sont hautement émotifs. Hein? Par exemple, la naissance de nos enfants, euh, des situations très heureuses comme un mariage, par exemple. Ou aussi, ça peut être des situations traumatiques où là, la mémoire également va se souvenir de ces événements-là plus et de façon plus vive. Alors, voici le rôle un peu des émotions. Alors, bien que, comme j'ai mentionné, chaque personne vit la douleur de façon individuelle et c'est propre à chacun, il y a quand même certaines réactions émotionnelles et cognitives qu'on retrouve souvent chez les personnes qui vivent la douleur chronique. Et donc, peut-être que vous vous retrouvez dans certaines de ces émotions et peut-être pas dans d'autres. Fait que la première période, c'est quand il y a la douleur chronique qui commence à s'installer, qui commence à devenir chronique. On parle d'une douleur on parle d'une période qui est un peu plus sombre, qui est un peu plus difficile. Et il y a plusieurs émotions qui peuvent être vécues durant cette période. Alors, on appelle ça les montagnes russes de la douleur chronique. Alors, comme vous voyez, la première période, avec la période de, OK, là, il y a une situation qui survient.
La douleur est ressentie, on tente de comprendre et de traiter ce qui engendre cette douleur-là, la douleur ne quitte pas ou ne répond pas au traitement. Au début, ce qui peut arriver, c'est que la personne va vivre de l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma douleur ne répond pas au traitement? Comment ça, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui va guérir ma condition ou enlever cette douleur? C'est qu'il y a une certaine incompréhension par rapport à ce qui se passe. S'ensuit parfois la colère ou un sentiment d'injustice. Hein? D'être en colère, que ce soit contre le système médical ou le médecin, de comment ça, il n'arrive pas à trouver ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à m'enlever cette douleur-là, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est une émotion qui peut survenir et qui est compréhensible avec la situation qui arrive. Parfois, la colère peut être dirigée contre soi. Parfois, la colère va être dirigée contre la situation si c'est survenu suite à un accident. Alors, il peut y avoir cet élément de colère qui survient ou de sentiment d'injustice, comme j'explique le pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi. Un autre sentiment dans cette période-là qui peut être vécu est la culpabilité. On n'arrive plus à faire exactement ce qu'on faisait auparavant et donc on se sent coupable de ne pas faire autant ou on se sent coupable par rapport à notre conjointe ou famille ou autre ou collègue parce qu'on n'arrive plus à faire exactement ce qu'on faisait et il y a ce sentiment de culpabilité qui peut commencer à nous habiter. La honte de ne plus être en mesure de faire ce que l'on faisait auparavant peut également être un sentiment qui est vécu. Tout ça peut s'en suivre aussi avec la peur de ce qui s'en vient, la peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer avec cette douleur? Qu'est-ce que mon avenir? C'est quoi? Fait que tous ces questionnements-là, tous ces vécus émotifs-là sont compréhensibles. Et c'est des émotions qu'on peut comprendre et qui sont valides par rapport à la situation que la personne vit. Fait que ceci peut amener de l'anxiété, des pensées qui sont catastrophiques et amener à certains sentiments de dépression. Comme vous voyez, il y a une courbe qui remonte vers le haut. Fait que tantôt, on regardera un peu cette courbe vers le haut et qu'est-ce qui peut nous amener à nous aider à remonter cette pente. Mais avec ça, ce que je voulais vraiment montrer, c'est que plusieurs émotions peuvent être vécues avec la douleur chronique. C'est compréhensible, c'est important d'arriver à les reconnaître et c'est ce qu'on va regarder un peu ensemble. Alors, émotion et douleur. Quel est le rôle, en fait, comment les émotions peuvent influencer la douleur? Ben, certaines émotions, comme on l'a mentionné avec la théorie du portion, peuvent venir amplifier la sensation de douleur ou le vécu de la douleur. C'est qu'on sait que le stress, la colère, l'anxiété, les sentiments d'impuissance, les sentiments de dépression peuvent venir amplifier, c'est moi, la perception de la douleur, peuvent venir amplifier la souffrance globale de la personne, a tendance à augmenter notre sensibilité à la douleur et à diminuer notre tolérance à la douleur. Mais vice-versa, c'est-à-dire que certaines émotions peuvent venir aussi diminuer la douleur, comme la joie, la gratitude, la fierté, l'enthousiasme, l'espoir, la reconnaissance. Toutes ces émotions vont avoir tendance, n'enlèveront pas la douleur, mais vont avoir tendance à diminuer l'intensité de la douleur et augmenter le sentiment de bien-être. Aussi peut arriver un cycle de douleur-émotion. Hein, la douleur chronique peut entraîner certaines émotions qui sont plus difficiles, dont la frustration, la colère, la tristesse. Et par la suite, ces émotions peuvent venir aggraver la douleur. Et là, ça crée comme un certain cycle, un cercle vicieux. Il faut arriver à reconnaître
hein, reconnaître qu'on est pris un peu dans ce cercle vicieux et comment arriver à le rompre et s'en sortir. Les émotions peuvent venir aussi influencer nos choix de stratégie d'adaptation qu'on va utiliser pour la douleur chronique. Par exemple, l'anxiété, ça peut amener quelqu'un à recourir à des stratégies qui vont être plus dans l'évitement, la rumination, des stratégies qui vont avoir tendance à moins nous aider au niveau de la gestion de la douleur. Fait que ce qu'on veut, justement, c'est d'arriver à prendre conscience de ça pour éviter de rentrer dans, justement, des stratégies qui vont être moins aidantes. Et les émotions peuvent avoir, ainsi que la douleur chronique, peuvent avoir une influence sur notre qualité de vie, hein, sur en fait nos relations interpersonnelles, sur nos activités du quotidien, sur notre santé mentale globale. D'autres, en fait, c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'il est si important de s'attarder aux émotions pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques et pour les personnes dans la vie en général aussi. Ça, c'est un exemple de cycle qu'on peut retrouver en douleur chronique. Quelqu'un qui a des douleurs au dos. Les mouvements sont douloureux. La personne développe une certaine peur de se faire mal, peut parfois développer une peur excessive qu'on appelle kinésiophobie. Cette peur-là va amener la personne à éviter de faire des mouvements, à éviter de bouger. En évitant de faire des mouvements, en évitant de bouger, il y a une certaine perte de l'habitude de bouger, puis une certaine raideur et faiblesse musculaire qui peut se développer. Et par la suite, cette faiblesse-là et cette raideur-là peut venir réaugmenter les douleurs au niveau du dos. Et là, on parle d'un cercle vicieux dans lequel il est important d'arriver à prendre conscience et de se faire aider pour sortir de ce cercle-là. Souvent, les physiothérapeutes vont être un excellent ou kinésiothérapeutes vont être d'excellents professionnels pour aider, ainsi que psychologues pour aider à un peu se sortir de ce cycle-là. Alors, comment on gère les émotions? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les émotions? Il y a plusieurs choses qu'on peut arriver à mettre en place pour nous aider. Je pense que l'étape numéro un, la chose la plus importante, c'est et ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça, c'est de prendre le temps de reconnaître et d'accepter l'émotion qu'on vit sans jugement. Alors, c'est la première étape. Hein? Si on sent qu'on vit de la colère, de s'arrêter, d'être en mesure de le nommer, OK, je me sens en colère en ce moment. Deuxième étape, c'est quoi le déclencheur? C'est quoi qui m'a amené à me sentir en colère? C'est quoi qui a déclenché cette émotion-là? Donc, reconnaître la situation spécifique. Est-ce que ça a été une rencontre avec une personne, une rencontre avec un professionnel de la santé ou autre, une pensée? Alors, qu'est-ce qui est venu, quelle situation est venue déclencher cette émotion? Une fois que vous êtes en mesure de nommer le déclencheur, c'est beaucoup plus facile d'arriver à gérer et réguler l'émotion et à anticiper pour la prochaine fois. C'est sûr que pour arriver à faire ce processus-là de reconnaître et accepter et identifier le déclencheur, une pratique qui est fort utile, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire en fait prendre la conscience de soi, de cultiver l'auto-observation, cultiver la conscience de soi en observant ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos pensées, nos émotions, nos sensations corporelles, mais sans jugement, avec une certaine distance. Tout ce qui est méditation, pleine conscience, stratégie de pleine conscience, peuvent aider à pratiquer l'auto-observation et la conscience de soi. Alors, c'est des choses que je vous suggère fortement à cultiver dans votre quotidien pour vous aider justement à mieux identifier, reconnaître l'émotion sans jugement, identifier les déclencheurs. Une fois qu'on a fait ça,
ben, c'est important d'arriver à exprimer nos émotions, hein, de ne pas nécessairement les ignorer ou tenter de changer l'émotion trop rapidement, mais plus valider notre émotion. OK, je me sens en colère par rapport à telle situation. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à gérer cette émotion? Comment je peux l'exprimer? Mais de l'exprimer d'une façon qui va m'être aidante. Hein, si je commence à crier envers la personne, ben, peut-être que ça ne viendra pas m'aider et peut-être que par la suite, je vais me sentir mal ou la situation ne sera pas euh, plus aidante pour moi. Alors, l'important, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que je peux essayer de mettre en place pour m'aider à exprimer mon émotion, mais de façon saine et aidante. Que ça soit, OK, ben, j'ai besoin d'en parler à un ami de confiance, à une personne en qui j'ai confiance, en qui je peux exprimer mes émotions, puis que je sais qu'il y a une bonne écoute. Est-ce que je peux écrire dans un journal? L'écriture est quelque chose qui est généralement très aidant pour exprimer ses émotions. Faire de l'art, hein? Je ne sais pas s'il y en a certains euh, euh, qui ont déjà essayé l'art-thérapie, mais l'art-thérapie est quelque chose qui nous permet d'exprimer nos émotions, mais de façon à utiliser l'art. Pratiquer une activité physique, par exemple. Alors, vraiment, de trouver des façons d'exprimer votre émotion, mais d'une façon saine et aidante. Dans la gestion des émotions, c'est sûr que de prendre soin de soi de façon globale, générale, ben, ça nous aide beaucoup à mieux gérer et mieux tolérer les émotions qui peuvent être plus difficiles. Alors, si on a un mode de vie sain, si on prend soin de soi en justement cultivant la compassion, en cultivant des habitudes saines, en s'assurant de nourrir différentes dimensions chez nous, ben, généralement, ça va nous aider à tolérer mieux les émotions et à mieux les gérer. C'est important de prendre en considération que si jamais vous trouvez difficile de gérer certaines émotions et que ces émotions reviennent et vous envahissent et sont difficiles à moduler ou à gérer, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Hein, que ce soit avec un professionnel de la santé mentale, que ce soit avec un coach ou des amis pour recevoir des outils et un bon soutien. Ce qu'on veut aussi, c'est de favoriser un sentiment qui est, à mes yeux, hyper important. Le sentiment d'auto-efficacité, hein, le sentiment d'efficacité personnelle. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est de développer la confiance en nos ressources personnelles pour tolérer et gérer la douleur. Même chose pour les émotions. Plus on a confiance en nos capacités de gérer nos émotions, de gérer la douleur, de gérer des défis, ben, plus on va être motivé à mettre en place des stratégies pour nous aider. Si on a peu de confiance en nos capacités, ben, généralement, ça va jouer sur notre motivation et on va plus vivre un sentiment d'impuissance qui va augmenter la souffrance. Maintenant, comment on peut arriver à augmenter le sentiment d'auto-efficacité ou d'efficacité personnelle? Qu'est-ce qui peut nous amener à développer ça? Un élément qui est important, c'est de se rappeler que dans votre vie, il y a certainement des succès antérieurs, des performances antérieures, des obstacles, des échecs dont vous avez fait face. De retourner et d'explorer ça en disant, OK, quelles sont mes forces? Quelles sont mes performances antérieures? Quels sont mes succès? Quelles sont mes forces? Mais, et aussi, qu'est-ce qui m'a permis de surmonter des choses difficiles dans la vie? Est-ce que le support social a été quelque chose qui m'a permis de surmonter une période difficile dans ma vie? Fait que de vraiment tenter de regarder ce qui vous a aidé à surmonter d'autres défis dans votre vie et de faire un retour sur vos forces pour miser sur votre résilience et justement vos forces pour vous aider à surmonter les obstacles et les défis de la vie. Un autre élément qui est aidant pour favoriser le sentiment d'auto-efficacité,
c'est de rencontrer des personnes qui vivent des défis similaires. Un petit peu comme vous faites en ce moment avec la QDC, de rencontrer des personnes qui vivent des défis similaires. Il y a maintenant des pères aidants parfois à l'hôpital je ne sais pas s'il y en a à travers la QDC, mais des pères aidants où, ben, OK, je rencontre quelqu'un qui vit un défi similaire et qui semble être arrivé à trouver certaines stratégies pour surmonter ou pour bien gérer. Et donc, d'arriver à s'identifier à quelqu'un, parce que la personne vit un peu la même chose, ben, va vraiment nourrir notre sentiment d'auto-efficacité. Va nourrir que, OK, ben, cette personne-là, elle a été en mesure, donc moi aussi, je vais être en mesure de trouver des façons. Fait que vraiment de rencontrer des personnes avec des défis similaires qui ont été en mesure de surmonter certaines choses ou de mieux gérer peut être fort aidant pour développer le sentiment d'efficacité personnelle. Favoriser un discours plus réconfortant, encourageant et optimiste. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose que je travaille souvent avec mes clients. Comment vous vous parlez? C'est quoi votre discours intérieur? Est-ce que vous avez un discours intérieur qui est réconfortant, encourageant, ou est-ce que vous avez un discours intérieur qui est autocritique, qui est dur? Et ce qu'on veut, c'est justement d'aller plus vers la compassion, plus vers le réconfort, plus vers l'encouragement. Quand un ami souffre, la réaction d'un humain, c'est compassion. Ce qu'on veut développer, c'est ça, pour vous. Quand vous vivez des moments plus difficiles, l'objectif, c'est pas d'arriver à augmenter votre souffrance en ajoutant autocritique, discours dur. On veut faire en sorte qu'on reconnaît qu'on souffre et comment on peut s'aider et s'accompagner dans cette souffrance-là en étant réconfortant et encourageant. Donc, l'importance de viser sur ses forces et sur sa résilience. Bien évidemment, pour gérer les émotions qui sont plus difficiles, c'est important de favoriser quelque chose de simple, mais des activités de plaisir. On a tendance parfois à mettre ça de côté avec les responsabilités ou avec autre chose qu'on peut vivre. On va avoir tendance à mettre les activités de plaisir plus de côté, mais les activités de plaisir, c'est une distraction qui est positive à la douleur, à la souffrance. Ça améliore l'humeur, ça améliore l'attention, ça améliore la concentration, ça sécrète aussi plein d'hormones positives. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à favoriser. Est-ce que dans mon quotidien, j'inclus des activités, et ça peut être très bref, mais juste des activités qui me font du bien? Quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est le pouvoir du rire. Il y a vraiment des études fort intéressantes sur le pouvoir du rire. Quand on rit, on sécrète plein de bonnes choses, plein d'hormones du bonheur, la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine, l'endorphine, en voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est facilement accessible, le rire. Parce que on peut se mettre un film qui est drôle ou regarder des blagues, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que c'est pas juste le rire spontané suite à des blagues ou quoi que ce soit qui est bénéfique. Ce qui a été démontré, c'est qu'un rire qui est simulé, fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler du yoga du rire. Vous pouvez faire YouTube, yoga du rire. En fait, il y a une Québécoise qui a développé le yoga du rire. Désolée, son nom m'échappe. Mais elle fait justement du yoga du rire, c'est-à-dire un rire simulé qui nous amène à rire, parce on rit de soi en le faisant. Ça amène à rire et ça a les effets bénéfiques de sécréter des hormones du bonheur pour le moment. Fait que, bien que ça ne va pas enlever la souffrance, ça ne va pas enlever la douleur, mais ça nous permet d'avoir des petits moments où on a accès à des hormones qui sont plus agréables et à des émotions qui sont plus agréables. Alors, l'humour, stratégie facile, bénéfique, et je vous le dis, essayez-le, yoga du rire, juste pour l'essai, quelque chose qui est fort bénéfique. Un autre facteur qui est aussi très facile d'accès,
c'est la musique. Hein. La musique a encore là quelque chose qui est bien étudié, a des effets importants sur notre humeur et en fait sur notre respiration. C'est vraiment, vraiment intéressant. Quand on écoute la musique qui est plus relaxante, notre, en fait, notre rythme de respiration va avoir tendance à se calmer. Il y a des études qui ont été faites par Dr. Lupien et Perez. Voici que ils ont, en fait, ils ont pris des étudiants universitaires, puis ils ont, en fait, ils les ont mis dans une situation qui était stressante. Et par la suite, un certain groupe ont reçu de la musique relaxante, puis les autres, ils n'ont rien reçu. Ceux qui ont reçu la musique relaxante, leur hormone de stress a diminué beaucoup plus rapidement. Alors, la musique, quand on vit, par exemple, de la douleur ou une douleur plus importante, qui peut augmenter nos hormones du stress, ben, peut être une façon d'arriver à nous aider à diminuer ces hormones-là de stress en lien avec la douleur qui peut être plus importante cette journée-là. Ce qui est important à considérer, c'est que, par exemple, si on vit une journée où on est plus triste et plus déprimé, les études ont démontré que si on a tendance à mettre de la musique qui est triste, ben, ça va augmenter les symptomologies de tristesse. Donc, ce que je vous recommande, c'est plus si vous vivez de la tristesse, les symptômes qui sont plus dépressifs, de prendre en considération, d'écouter peut-être plus une musique qui est plus enjouée ou relaxante pour aider. Alors, on va rentrer maintenant dans les pensées. On a fait un peu l'aspect émotion. J'espère que à travers ça, certaines stratégies que vous pouvez peut-être mettre en place. Et maintenant, regardons un petit peu au niveau des pensées. Pensée et douleur. Hein? Ben, bien évidemment, comment on interprète la douleur peut influencer grandement notre expérience de celle-ci. Si on pense ou on perçoit la douleur comme quelque chose de menaçant, ben, ça peut nous amener à porter plus notre attention sur la douleur et augmenter ainsi son intensité. Nos attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de la douleur vont également influencer comment on le vit. Alors, si par exemple, on s'attend à ressentir beaucoup de douleur dans une situation, bien, il y a plus de chances qu'on la ressente de façon plus intensément dans cette situation-là. Autre aspect, c'est la rumination. Hein? Si on se concentre de manière persistante sur la douleur, puis qu'on rumine, on ressasse la douleur, on focus sur la douleur et les conséquences, ben, généralement, ça va influencer notre expérience de celle-ci, puis on va la trouver beaucoup plus envahissante et débilitante. Alors, si on regarde un petit peu ce scénario ici, ben, quelqu'un qui va se dire, ah, oh, la douleur s'empire avec le temps, j'ai peur de me retrouver en chaise roulante, ben, automatiquement, peur, anxiété, ça l'amène évitement de tout ce qui peut augmenter la douleur, ce qui engendre le cercle vicieux là, que je vous ai parlé tantôt avec évitement et qui peut augmenter, en fait, la douleur. Fait que qu'est-ce qu'on se dit va influencer nos émotions, va influencer nos comportements. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les pensées? Ben, c'est important d'arriver à, même chose que les émotions, identifier les pensées et reconnaître les pensées qui sont moins aidantes et qui augmentent la souffrance. Deuxième étape, transformer ces pensées-là en pensées qui sont plus adaptées, plus flexibles, plus aidantes pour augmenter les émotions qui sont plus agréables. On va parler de certaines catégories de pensées que je vous invite à regarder par la suite, c'est-à-dire de prendre note si vous avez ces types de pensées-là parfois. Alors, la catastrophisation, qui est une type de pensée qui a tendance à pas nous aider, c'est quand on s'imagine le pire scénario possible. Alors, il y a 3 aspects à la catastrophisation. La rumination, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de penser à la douleur. Donc, ruminer encore la douleur. La magnification. C'est terrible et je pense que ça s'améliorera jamais. Sentiment d'impuissance, il n'y a rien que je puisse faire pour réduire l'intensité de la douleur. C'est sûr que ces pensées vont avoir un impact sur comment on se sent et comment on vit la douleur. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pensée-là? Ben, on peut essayer de la challenger. On peut essayer de la défier
pour tenter d'avoir une pensée qui est plus adaptée, qui est plus aidante? Est-ce que c'est possible pour moi d'envisager des scénarios qui sont moins terrifiants? Est-ce que c'est possible pour moi de me concentrer sur améliorer les choses ou sur des gens qui vont être aidants? Est-ce que je peux revenir au moment présent au lieu d'essayer de lire l'avenir avec peur? Est-ce que c'est vraiment vrai que je puisse rien faire pour améliorer les choses? Est-ce que je pourrais peut-être trouver une personne qui m'aidera à voir les choses autrement? Autre pensée qui a tendance à être moins dense, les pensées dichotomiques. Hein? On parle de pensée qui est noir ou blanc, je suis guéri ou non. Les personnes sont gentilles ou sont méchantes. Ce docteur, il est bon ou mauvais. J'ai de la douleur ou j'en ai pas. C'est une réussite ou un échec. Fait que tout ce qui est vraiment dans les extrêmes va nous amener à vivre des émotions qui sont généralement extrêmes. Fait que pour ces pensées-là, essayez de penser plus en termes de thermomètre. Le thermomètre ne va pas afficher chaud, froid, c'est des degrés. Tentez d'être plus nuancé, de regarder ses pensées, de devenir un peu plus flexible dans ses pensées. Les questions qu'on peut se poser, c'est si je me positionne quelque part entre ces extrêmes-là, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? C'est vraiment d'arriver à reconnaître, identifier sa pensée, puis la défier pour avoir une pensée qui est plus aidante. Le filtre, ben ça, c'est avoir un filtre et on filtre tout ce qui est positif, on filtre tout ce qui est négatif, puis on laisse, on n'a pas tendance à prendre en compte les aspects positifs. Fait que, par exemple, quelqu'un qui va dire, ben, parce que je peux plus jouer avec mon fils au hockey, je suis un mauvais père. Hein? Fait que là, filtre tous les éléments positifs, mais garde juste cet élément-là et perçoit les choses de façon négative. Et comment on peut arriver à défier cette pensée-là? Ben, quel est le détail sur lequel je m'attarde? Je ne peux plus jouer au hockey avec mon fils. Quelles informations est-ce que je suis en train de filtrer qui m'empêchent de prendre d'autres choses en considération? Est-ce que, est-ce que quand je passe du temps avec mon fils à lire une histoire, ou quand je passe du temps avec mon fils à jouer à un jeu de société ou à faire un casse-tête ou à autre chose, est-ce que c'est des situations qui m'amènent à être proche de mon fils? Si je prends un recul sur la situation, quels autres aspects je peux prendre en considération? Si ça devient trop difficile, ben, est-ce que je peux aller voir un proche ou quelqu'un en qui j'ai confiance qui verrait peut-être la situation différemment, qui m'apporterait peut-être un point de vue différent? Étiquetage. Ça, c'est également un autre type de pensée qui a tendance à être non aidant. Ça, c'est quand on se pose une étiquette. Hein? Je suis un perdant ou on le pose à quelqu'un d'autre. Puis c'est généralement en lien avec une situation qui peut arriver. Puis là, la situation va survenir, puis ben là, je suis un perdant. Hein? Et ça, c'est très néfaste parce que vous vous apposez à une étiquette chargée émotivement. Comment on peut la défier? Est-il nécessaire d'apposer cette étiquette dans les circonstances actuelles? Quel est l'impact de me poser cette étiquette-là sur mes émotions, sur ma relation avec moi? Quels sont les autres aspects de moi ou des autres que je ne considère pas? Serait-il possible de commenter sur la situation ou le comportement plutôt que la personne? Donc, dans cette situation-là, j'ai vécu une- un échec ou j'ai vécu quelque chose de difficile au lieu d'aller dans l'étiquetage. Donc, plus d'apposer ou de faire un commentaire sur le comportement ou la situation et non de s'apposer une étiquette et de personnaliser la situation. Et la dernière que je vais, il y en a plusieurs autres, mais je pensais que ceux-là, c'était les plus fréquents, entre autres en douleur chronique. Celui-là est très fréquent. Le dialogue interne de il faut, je devrais. Hein? Donc, quand on se dit des il faut pas, je devrais pas, ben, ça crée souvent de la pression et des sentiments de culpabilité. Ça laisse en fait peu de place à si on se sent moins bien une journée, si notre douleur est plus importante, si on a moins d'énergie, si on a moins de ressources personnelles une journée. Et ça va, au lieu de nous motiver, ça va avoir tendance à miner la motivation.
Fait que des types de phrases qui ressemblent à ça, c'est je veux perdre du poids. Donc, je ne dois plus manger aucun dessert. Pour être une bonne mère, il faudrait que j'assiste à tous les matchs de mon fils. Fait que ce faudrait, je ne dois, va créer une pression et des sentiments de culpabilité. Comment on peut défier cette pensée? Ben, qui me dit que je dois ou bien qu'il faut? Est-ce que je me laisse une certaine souplesse dans l'application de mon principe? Est-ce que mes exigences sont utiles, réalistes et aidantes? Est-ce que ça vient m'aider? Est-ce que c'est possible pour moi d'avoir des objectifs, des principes, mais les transformer en préférence au lieu d'en exigence? Donc, au lieu de je dois, il faut, que je pourrais changer par j'aimerais arriver à faire telle chose ou je choisis librement de faire telle chose. Et tout ça peut avoir un gros impact sur comment on va le vivre émotivement. Ce qui peut aider, c'est faire un tableau d'enregistrement des pensées. Alors, l'événement, ça suscite une émotion. Par la suite, on veut regarder c'est quoi nos pensées, qu'est-ce qui soutient notre pensée, c'est quoi les faits qui soutiennent notre pensée, c'est quoi qui contredisent notre pensée. Est-ce qu'on peut avoir une pensée différente, alternative, et une fois qu'on a cette autre pensée-là, c'est quoi l'impact que ça a sur notre bien-être, sur nos émotions. Ça, c'est un tableau que vous pouvez utiliser. Il y en a plusieurs autres formes de tableaux, mais qui peut vous aider à justement reconnaître, identifier vos émotions, identifier les déclencheurs, reconnaître, identifier les pensées et comment les transformer et les changer pour avoir des pensées et des émotions plus aidantes. Pour terminer, comme je vous ai dit, la courbe, il y avait la période plus difficile. La période où on peut remonter, c'est d'arriver à commencer par reconnaître la réalité. La douleur chronique fait partie de moi. La douleur chronique fait partie de moi en ce moment. Maintenant, l'objectif n'est pas de retourner en arrière, mais comment je peux avancer avec cette nouvelle réalité. Comment je peux arriver à trouver une façon de me motiver à faire les choses différemment, à revoir ma douleur, à revoir mon discours intérieur, à tenter de comprendre c'est quoi les pensées, les émotions qui sont moins aidantes, m'amener à penser autrement, à être dans l'action différemment, à lâcher prise et à trouver une certaine qualité de vie avec la douleur qui vous accompagne. Ça complète ma présentation. Voici en fait plusieurs sites, dont en fait le livre que je vous ai parlé, La douleur de la souffrance au mieux-être. Et voilà, je pense que j'espère que ceci a été aidant pour vous.